un peu insolent. L'anorexie, qu'appelle-t-on penser? Je pense que dans le titre, qu'appelle-t-on penser? Comment? Effectivement, il y a des tas de jeux de mots, il y a la pense, effectivement. Il y a aussi la pesée, qui est l'étymologie, que doit-elle à tout? Et puis penser. Qu'appelle-t-on penser quand on est une anorexie? Alors, je pars du texte d'une jeune patiente qui est sortie d'une anorexie qui s'est passée quand elle avait 17-18 ans. Elle me disait, je ne me voyais pas grosse, mais je me pensais grosse. J'aime beaucoup m'attacher à ce minimum de phrases et d'articulations qui nous interroge toujours. C'est quelqu'un de très rigoureux, cette patiente. Quand elle me dit, je me pensais avec une insistance. D'une certaine manière aussi, je vais faire intervenir un autre terme, elle savait qu'elle n'était pas grosse. Je ne me voyais pas grosse, mais je me pensais grosse, et je rajoute, elle savait qu'elle n'était pas grosse. Je trouvais ça. Pour résoudre cette énigme de cette autre patiente très amaigrie, qui venait l'été en robe courte et sans manches au grand effroi de la salle d'attente. Provocation, fierté d'être debout et intelligente, absence d'évaluation de sa situation, mais ce qu'on pouvait remarquer, c'était une grande souffrance psychique générale et aussi quelque chose qui m'interroge beaucoup, une sorte de culpabilité diffuse. Donc j'irai entre trois termes, voir, penser, savoir. Voir mais sans regard. Je ne me voyais pas grosse, ou je voyais que je n'étais pas grosse, mais cela n'a aucune conséquence. Pourquoi? Maigrir, et c'est bien sûr, vous le savez, l'affolement des parents. Parfois aussi celui de la jeune fille, mais un peu trop tard. Et cet affolement, qui fait d'elle un vrai tyran familial, n'a aucun effet sur elle. La demande d'amour, non formulable, non formulée, et méconnaissable sous les apparences de provocation, mais que j'appellerais une provocation passive. Et nous sommes souvent avec des oxymores de cette taille, sans que cet oxymore ouvre quoi que ce soit de profondeur mystique. Quelquefois ça ouvre, mais ce n'était pas le cas dans ces cas dont je parle. Provocation passive, vous voyez que c'est une contradiction, il faut le remarquer. Le moi, ici, et je vais citer un petit peu de Lacan, page 66. Alors, Lacan parle de ce qu'il essaie d'introduire comme dialectique à partir du statut miroir, et il dit des choses à un certain niveau des tendances expérimentées, disons pour l'instant à un certain moment de la vie, comme déconnectées, discordantes, morcelées, et il en reste toujours quelque chose.
et d'autre part une unité avec quoi il se confond et s'appareille. Cette unité est ce en quoi le sujet se connaît pour la première fois comme unité, mais comme unité aliénée virtuelle. Vous connaissez ça tout à fait par cœur. Alors, l'anorexie, là-dessus, est assez rigoureuse, elle est très lucide, très à vif de cette aliénation où elle ne se reconnaît pas. Elle se fixe, ou j'allais dire, elle campe sur cette aliénation. Elle insiste là-dessus. Elle s'arrête dans cet intervalle avant de se reconnaître. Dans la suite de la page 66, ce texte très pittoresque, où Lacan dit « La subjectivité au niveau du moi est comparable à ce couple introduit par l'imagerie du XVe siècle, et sans doute non sans raison, d'une façon parfaitement accentuée. La moitié subjective d'avant l'expérience du miroir, c'est le paralytique, qui ne peut pas se mouvoir seul, si ce n'est de façon incoordonnée et maladroite. Ce qui le maîtrise, c'est l'image du moi qui est aveugle et qui le porte. Contrairement aux apparences, et c'est tout le problème de la dialectique, ce n'est pas, comme le croit Platon, le maître qui chevauche le cheval, c'est-à-dire l'esclave, c'est le contraire. Et le paralytique, à partir duquel se construit cette perspective, ne peut s'identifier à son unité que dans la fascination, dans l'immobilité fondamentale, par quoi il vient correspondre au regard sous lequel il est pris, le regard aveugle. Ça, c'est tout à fait intéressant de noter à la fois à ce propos de l'anorexie, enfin d'une certaine anorexie, il y a un pluriel des anorexies, une disharmonie et une immobilité du corps très très loin de la jubilation de l'enfant près de sa mère quand il est au miroir et quand il est près de sa mère qui lui parle. Une immobilité pourtant fascinante et un regard aveugle qui est égal au point de fuite perspective pur, trou, muet. Et ce regard est aveugle d'être sans rapport avec une parole. L'effort de Lacan dans ce séminaire, c'est quelque chose qui essaie de remettre en mouvement. Décidément, j'ai mis en désordre les choses, ce qui n'est pas très grave, hein? Vous avez le temps? Tant mieux. Voilà. Le 15 décembre 54, quand Lacan parle du moi captivant, alors il dit ceci: l'objet central de notre étude cette année est le moi. Il est à dépouiller ce moi du privilège qu'il reçoit d'une certaine évidence dont j'essaie de vous souligner de mille façons qu'elle n'est qu'une contingence historique. La place qu'elle a prise dans la déduction philosophique en est une des manifestations les plus claires. La notion du moi tire son évidence actuelle d'un certain prestige donné à la conscience en tant qu'elle est une expérience unique, individuelle, irréductible. L'intuition du moi garde, en tant qu'elle est centrée sur une expérience de conscience, un caractère captivant, dont il faut se déprendre pour accéder à notre conception du sujet. J'essaie de vous écarter de son attraction afin de vous permettre de saisir enfin, où, pour Freud, est la réalité du sujet. Dans l'inconscient, exclu du système du moi, le sujet parle. C'est tout
le trajet que nous avons à faire. Dans l'intention exclue du système du moi, dit Lacan, le sujet parle. Je dois avouer que je suis perplexe devant certaines expériences que je ne peux pas critiquer parce que c'est tellement difficile d'écouter et de sortir de là une anorexie. Des expériences sur la forme, peut-être inspirées par la Gestalt, c'est-à-dire de leur faire le contour de leur corps par terre avec une craie sur un tissu, de ce corps maigre, et de le coudre alors comme un coussin que l'on remplit. Hein? Alors, l'idée, c'est ça. Une anorexie qui regarde son contour, ça va lui faire quoi que ce soit. Hein? Alors, ce qu'il y a d'intéressant, son contour, ça lui fait un tour de cou. Hein. C'est le mouvement symbolique de coudre, peut-être, qui est intéressant, parce que c'est quand même un mouvement qui est de l'ordre de la topologie. Hein? Et le temps qui s'y passe, cette couture. Mais dès qu'on bourre le coussin qui est là, n'est-ce pas, c'est une panse, P-A-N-S, hein? Et on ne voit pas où cela conduit, sinon à leur réaction, c'est-à-dire une belle indifférence à l'égard de cette poupée. Pour que le sujet soit saisi comme parlant, il faut que le transfert s'engage. Et alors, Charles Melman, le 12 mai 2007, disait la difficulté de l'installation d'une relation transférentielle avec les anorexiques. Hein? Installation qui n'est pas toujours couronnée de succès. Comment arriver à transférentiellement la séduire, lui donner l'idée qu'il y avait effectivement un endroit où ça se savait ce qui lui arrivait et où c'était organisé. Et si elle savait adresser sa demande correctement, peut-être bien qu'elle pourrait articuler ce qui contenait les clés de sa maladie. Ce travail bizarrement préliminaire peut paraître déshonorant, je veux dire, d'avoir à agir littéralement en séducteur. Tu vas voir, ça peut, toi, tu crois que personne n'y comprend rien, que personne ne sait rien, attends un petit peu. Citation de Charles Melman. Mais alors, bon, cette séduction, sur quel point d'entame elle va se faire, hein? Parce que si l'entame est à caractère sexuel ou vise une féminité qui est quand même un peu désarticulée chez cette personne, cela peut provoquer tout de suite un rejet très vif. Hein? Ou alors se révéler, si la séduction marche, lourd de déceptions qui feront contentieux, par exemple. Hein? Bon. Mais alors, quelle est l'entame possible? Hein, c'est ce que je cherche, c'est ce que nous cherchons. Quelle est l'entame pour la cure? Parce que ça va bien de décrire sans cesse l'anorexie ou les anorexiques, mais comment entamer ça? Hein? Car on en reste souvent sur l'anorexie à des descriptions. Alors le deuxième, le savoir, le deuxième point après le voir, le savoir constitue-t-il une entame possible? Le savoir présente-t-il une entame possible? En effet, si on reprend le texte de cette patiente, elle savait qu'elle n'était pas grosse. Il y a là quelque chose que j'interprète ainsi, le lien avec quelque chose de l'ordre de la fraude qui permettait la voie de la dépression. Ce mensonge à soi-même, tenu comme mensonge mais muet, et tenant la fine ligne de la dimension subjective divisée,
où se marque non pas la parole, mais quelque chose qui est la parole comme possible. Une place vide, fixée sous la modalité du possible. C'est comme ça que j'essaie de piger la culpabilité diffuse de l'anorexique, fort complexe parce qu'elle n'est pas dite. Un samedi matin, dans notre séminaire à Troyes, je l'examinais, cette culpabilité, sous un autre angle, c'est-à-dire touchant la honte d'arriver au lieu de la déréliction la plus extrême et de la nécessité honteuse de la dépendance. Et je m'appuyais sur ce texte très important, je trouve, de Lacan, écrit après la guerre, sur la criminologie en 1947. Et puis aussi, il y a cette culpabilité issue de la conscience de la fraude, mais obstinément close sur elle-même. Comment atteindre alors cette culpabilité? On remarque ici qu'il n'est pas question, dans mon propos en tout cas, d'un rejet de la féminité. Ce n'est pas le lieu de cette culpabilité, me semble-t-il, c'est à discuter. Cette féminité n'est pas niée, comme on dit, mais tenue comme accessoire. Les anorexiques aujourd'hui ne sont pas forcément chastes d'ailleurs, mais parfois elles se conforment avec indifférence à une sorte de passage obligé par le sexuel, par l'acte sexuel. Cela ne veut pas dire qu'elles ne soient pas passionnément amoureuses, mais dans la terreur d'une déception ou d'un abandon. Le troisième point que j'abordais et que je voudrais aborder avec vous, c'est ce qui touche la pensée. Ce qui m'a alerté dans le texte de cette patiente, si précis. Il s'agit de coller à ce texte, penser. Et je sors ce texte de leurs circonstances historiques, sa famille et ses rapports avec père et mère. C'est « je ne me pensais pas grosse ». Je me pensais grosse, pardon. Qu'est-ce que c'est que cette pensée? Charles Melmont, le 16 mars 2008, dans les journées sur l'anorexie et la boulimie, notait, et ça m'intéressait bien, de la jouissance mentale de l'anorexie. Hein? Alors elle jouit de quoi? Et où je crois qu'on peut dire que de même que l'anorexique spécifie ce mode de défense contre l'instance phallique, on peut dire que ce dont elle jouit, c'est du mental. Et je préciserai à ma manière cette jouissance du mental, qu'on attribue d'ailleurs beaucoup trop souvent et exclusivement à la névrose obsessionnelle. Alors je le préciserai en termes de pensée. Remarquons que Freud parle de pensée du rêve. Et qu'appelle-t-on pensée si je suis insolente avec Heidegger? Qu'est-ce qu'on appelle pensée pour une anorexique? Alors elle pense peut-être ceci, elle est grosse, EST, elle est grosse. Voici cette pensée qui est le point de départ de ses calculs. Le verbe être est là-dedans primordial. Elle ressasse l'essence de la grosseur et se met sous cette catégorie. Et comme elle n'est ni sotte ni dupe d'un être qui serait plein, elle s'arrange du côté d'un minimum d'être par un processus d'amenuisement. Penser et peser, Lacan remarquait que c'était la même racine, et les calculs d'entrée et de sortie, nourriture,
excréments. Vous voyez, on peut évoquer à ce point-là la mélancolie anorexique de Pontormo, avec son journal, hein, et aussi tout ce que vous disent les pesées des anorexiques. Hein. Il y a toujours un reste qui est peut-être elle-même, un reste même minimal. Elle calcule ce reste comme minimal, en s'approchant toujours plus d'une limite qui mettrait fin à ses calculs d'équilibriste. Sa jouissance, mais aussi sa souffrance, est de ne pouvoir faire autrement que de raser la mort. Ce terme, raser la mort, je l'emprunte à une émission de radio que j'ai entendue très récemment à propos du film qui s'appelle La Corniche Kennedy, qui va sortir, voilà. Et pour qu'il y ait cette corniche d'où les jeunes de banlieue de Marseille plongent de très haut dans la mer. Et ils plongent depuis cette corniche. Et ce jeune plongeur, parce que le film a été fait certes avec quelques acteurs professionnels, mais aussi avec ces jeunes gens, le jeune plongeur parlait du challenge du jeu avec la limite, hein, et c'est lui qui disait ce qu'il s'agit de faire, c'est de raser la mort. D'habitude on dit raser un mur, n'est-ce pas? Mais justement, il n'y a pas de mur. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est ce que disait ce jeune plongeur. Le plus grave, disait-il, c'était l'interruption brutale de la vie par les liens qu'ils avaient avec la mafia. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté raser la mort, c'est plonger ce qu'on appelle les expériences de l'extrême, hein, et puis le meurtre, comme on en entend tant. Je parle de Marseille, mais vous savez bien qu'il n'y a pas que là, hein, avec tout ce qui est l'appartenance, plus ou moins lâche d'ailleurs, avec les réseaux mafieux. Et lui disait, ce jeune homme, je préfère raser la mort. Voilà, ça c'est une très belle image aussi de l'anorexie, qui est aussi un sport de l'extrême. La pensée, qu'est-ce que c'est là? Eh bien, il me semble, sans jeu de mots ou avec jeu de mots, c'est la plateforme de départ du comptage. Cette plateforme, c'est aussi le tremplin métaphysique d'un processus réglé sur une arithmétique simpliste. Cette plateforme est immobile, origine de toutes les autres pensées. Ce n'est pourtant pas une certitude, c'est une attitude, une obstination qui représente quelque chose comme les conditions de possibilité de toute pensée, qui peut d'ailleurs se révéler agile, cette pensée, une sorte de transcendantal philosophique. Je me pense ainsi. Et cela défie avec force toutes les contestations. J'irai un peu plus loin. Je pense ainsi quelque chose comme mon être au monde, pour reprendre la philosophie contemporaine, ce qui est congruent avec la honte de la déréliction et qui réduit aussi au silence. Peut-on dire une parole quand on se situe comme être au monde? Pourquoi ce caractère d'évidence inexpugnable, aussi fort que celui d'un cogito mais muet? C'est une intuition hors temps,
et qui essaie de retenir ce qui s'emballe à un certain point de la pulsion. Et tout l'effort d'une entame, ce serait de trouver un point où le temps se remet en marche. Et ce serait peut-être une manière pour commencer véritablement la cure. Question de temps donc, l'anorexie, plus que de mort et plus que de nourriture. Lacan, dans le Symptôme, le 11 mai 1976, et aussi dans le séminaire que nous étudions là ce week-end, le séminaire sur le moi, fait tout pour essayer de mobiliser cette immobilité. Il le fait dans le séminaire sur le moi en montrant quelle est la mobilisation obtenue par la répétition. C'est un séminaire où il examine le temps de la répétition. Et dans le séminaire sur les symptômes, une mobilisation par un temps du nœud qui est un appui à la pensée. Une écriture, dit-il, qui est un fer qui donne appui à la pensée. C'est un texte. Oui, c'est le 14 mai 1976 où il reprend et critique la position de l'écriture de Derrida. Et quand il dit « mon beau », ça change le sens de l'écriture, ça montre qu'il y a quelque chose à quoi on peut accrocher des signifiants. Et puis, il dit ceci, page 155. Autrement dit, le dit qui résulte de ce qu'on appelle la philosophie n'est pas sans un certain manque. Manque à quoi j'essaie de suppléer par ce recours à ce qui ne peut, dans le beau, que s'écrire. Et ce qu'il essaie de construire, c'est par cette autre écriture une nouvelle, quelque chose qui soit une philosophie qui serait congruente par rapport à la psychanalyse. Et il dit ceci, c'est le temps en tant que pensée. Pensée, non pas la pensée, mais le temps pensé. Et je pensais à l'article de Christian Firenze sur la pensée que j'ai trouvé sur Internet. Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de penser le temps, mais il s'agit de partir du temps qui va se penser, c'est-à-dire partir d'ailleurs. C'est-à-dire, on pourrait, pour entamer la forteresse de l'anorexique, se servir de cette inversion de sa problématique. L'anorexique immobilise un moi aveugle et paralytique dans une sorte d'être au monde métaphysique hors temps, et cela lui sert de fondation, même mensongère, pour tout ce qu'elle fait et dit et pense. Et Lacan introduit une écriture autre qui est un ou plusieurs nœuds à faire comme support donc temporel à la pensée. C'est le temporel pensé et pas du tout penser le temps. Alors, est-ce que cette opposition peut permettre d'imaginer une entame qui rendrait l'intervention de l'analyste possible par temps et contre-temps, temps et contre-temps que l'analyste peut commenter, situer seulement comme tel,
et pourrait interroger cette espèce de continuité obstinée et espérée de la pensée par l'anorexique. Voilà ce que j'ai à vous dire. L'exposé de Christiane figure comme une avancée très stimulante dans notre interrogation concernant l'anorexie, et je dirais concernant également notre impuissance à son égard. Et le fait que nous sommes à juste titre, et peut-être du même coup le fait de cette limitation de nos pouvoirs, fort intrigués par cette construction mentale, qui a tous les caractères de la folie sans l'être. C'est-à-dire que ce n'est pas une névrose, et ça n'apparaît pas comme une entité. Alors, comme ce n'est pas non plus spécialement une perversion, la question qui vous est offerte, c'est évidemment, mais alors c'est quoi? Autrement dit, nous nous trouvons avec cette question devant le trou de notre savoir, et je dirais ce trou qu'elle-même s'emploie à construire avec son propre corps. Christiane nous a amené des éléments qui me paraissent très intéressants et utiles sur le cheminement vers ce qui serait notre interprétation de l'anorexie, et en particulier lorsqu'elle évoque la question d'un regard aveugle, c'est-à-dire d'une dimension de l'imaginaire présente, avec la notion de regard, mais d'un imaginaire nettoyé, vide, purifié. Ça, c'est vraiment un rêve de pureté, si je puis dire, de pureté absolue. Il y a du regard, il y a de l'imaginaire, mais cet imaginaire ne se projetterait à rien. Oui. Moi, ce que je vais peut-être profiter de ce moment que tu nous proposes pour te proposer une thèse sur l'anorexie. Et également interroger nos amis qui sont là, qu'ils soient de l'association, qu'ils soient d'autres groupes lacaniens. C'est-à-dire que si nous sommes sensibles au fait que les trois dimensions du réel, du symbolique et de l'imaginaire sont présentes chez l'anorexique et dûment nouées, ce qui fait que justement, ce n'est pas lui. Mais comment sont-elles, je dirais, ces trois dimensions-là, constituées? J'aurais donc tendance à dire que pour l'imaginaire, je viens d'en parler, contrairement à celui qui nous est ordinaire et où les formes présentes dans le champ des représentations sont forcément soutenues par la référence à l'instance phallique qui les légitime, qu'elle soit masculine ou féminine,
ce nettoyage, ce lessivage de l'imaginaire nous permettrait de penser que c'est la dite instance phallique qui se trouverait justement nettoyée. Alors, on ne va pas la dire refoulée, parce qu'il y a cet autre trait qui m'a toujours frappé dans le cas de l'anorexie, c'est qu'il n'y a pas de refoulement. Sauf si vous me démentez. Si dans les cas que vous avez pu voir, vous aviez l'impression qu'il y avait du refoulé. Moi, je veux dire, j'étais très impressionné par le fait que j'avais le sentiment d'une intention déshabitée. Lui aussi nettoyé, qui n'avait pas de refoulé. Donc pas d'instance phallique refoulée, comme chez le bronzé, ou chez nous tous. Est-ce que cette instance phallique était fort close? Quel cas, nous le retrouvions dans le cadre beaucoup plus familier pour nous de la psychose. Eh bien non, elle n'est pas fort close, mais c'est là que je m'avance, en supposant que cette instance phallique se trouve sublimée, c'est-à-dire présente au titre d'être un, mais un, je dirais, nettoyé de tout ce qui serait invitation à la sexualité, un donc désincarné, pour rester dans le champ de l'imaginaire, et ne se prétend donc à aucun autre culte que celui de l'amour. S'il est sublimé, la question de son sexe se trouverait du même coup résolue, ou des sexes qui le légitimeraient, puisque s'il s'agit d'amour, si c'est de l'amour, si c'est l'amour que ce un viendrait supporter, on imagine facilement qu'il aurait à être essentiellement féminin. Féminin, désincarné, vecteur, support de l'amour, comme si il y avait chez l'anorexique la tentative de fonder un ordre nouveau. Un ordre nouveau, autrement dit, toujours régi par le réel, le symbolique et l'imaginaire, mais nettoyé de ce qu'il en vient du sexe. Et s'il est vrai que cela est essentiellement féminin, de créer un ordre qui serait spécifiquement féminin, et où la transmission, comme le rêvent d'ailleurs les enfants, où ce sont les hommes qui font les petits garçons et les femmes qui font les petites filles, d'un ordre exclusivement féminin, et où ce serait donc, je dirais, le rapport de la fille viendrait non plus à se tenir en un lieu autre, comme le veut le registre phallique, mais viendrait peupler un monde, organisé donc par l'amour de ceux qui y figurent, mais qui n'y figurent, je dirais, que sans corps, identifiable seulement par le un qu'elles viennent figurer. Car ce qui m'a toujours aussi frappé dans l'aspiration de l'anorexique, à vouloir faire disparaître impérativement toutes les grandeurs, qui vient défigurer la beauté, je dirais, du trait humain, Leur attachement également, ça a été relevé par plusieurs d'entre nous, leur attachement au nombre, l'importance que ça a pour être.
La pesée, ça compte essentiellement comme évaluation, où on s'évalue non pas par rapport à la forme, la beauté, le teint, non. On s'évalue par rapport au nombre, avec cette oscillation extrêmement dangereuse pour qui voudrait fonder un ordre nouveau, justement, spécifiquement féminin, comme celui que je viens de décrire, de savoir si soi-même on s'accomplit dans ce qui serait le 1 parfait, mais qui est toujours discutable. Est-ce que je suis vraiment à l'ultime, ou si on s'accomplit dans le 0, dans l'effacement radical. Et il me semble que le danger vital qui est toujours présent chez les anorexiques, que ce danger vital tourne autour de cette aspiration, je dirais, à aller au terme, c'est-à-dire à n'être jamais autant un que l'on serait enfin 0, et du même coup fondateur de cette lignée nouvelle. La question du transfert, est-ce que tout ceci, parce que qui se manifeste dans ce qui est quand même une abstinence généralisée de jouissance. Généralisée, c'est-à-dire qu'elle est orale, évidemment, mais elle est scopique, puisque son imaginaire est purifié. Est-ce qu'elle est aussi auditive? Est-ce qu'une anorexique écoute de la musique dans ses rêves? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Et je ne suis pas sûr non plus qu'elle soit sensible à la voix BOX. Jouissance anale, n'en parlons pas. Je veux dire, elle se présente vraiment comme une sphère fermée. Mais une sphère constituant elle-même ce trou qu'elle aurait en quelque sorte à accomplir. Dans ce cas-là, la question du transfert, d'abord, je dois dire que le psychanalyste me paraît dans tous les cas dans une position difficile par rapport à la psychanalyse. Parce que il est normal qu'elle lui prête un certain nombre de standards, y compris de perspectives, d'idées de ce que serait le bien-être, enfin, etc., etc. Et qu'elle est donc dans un état de méfiance qu'on aurait envie de dire légitime. Parce que c'est vrai. Si on veut sortir une psychanalyse anorexique de cet état, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour elle? Pas devenir moniale, pas devenir une mystique. Et donc, il m'a semblé qu'elle était beaucoup plus à l'aise avec une femme, et peut-être justement dans ce qui serait plus facilement, je dirais, une tentative de partage, l'idée qu'elle serait mieux comprise. C'est-à-dire qu'une psychanalyste femme serait peut-être moins aveuglée par les préjugés que lui, le mec, et ce qu'il veut forcément, une nouvelle jeune fille qui se martyrise et qui se défigure, qui risque la mort par ce comportement absurde, pour lui. Donc la question du transfert, c'est-à-dire de ce que serait le savoir là, appelé, invoqué, si ça n'est pas un savoir du sexe, ce serait un savoir de quoi? Parce que le savoir invoqué dans le transfert, c'est forcément un savoir du sexuel.
Le savoir de l'inconscient, c'est un savoir du sexuel. Donc, dans ce cas-là, ce serait quoi? Ce serait un savoir. La réponse est trop facile, ce serait un savoir du sacrifice. Et peut-être que par le biais de ce savoir, on entre peut-être effectivement plus facilement en communication avec une femme. Et qui est que peut-être que la jouissance qu'elle se reconnaîtrait le mieux, ce serait la jouissance du sacrifice. Dernier point pour poursuivre ces remarques sur ce que tu nous apportes, la fréquence aujourd'hui de l'anorexie. Fréquence de l'anorexie, me semble-t-il, à un moment où justement la séparation de l'homme et de la femme n'a jamais été aussi accomplie, y compris quand elle cherche à se réaliser par la parité. La parité est une façon majeure de venir détruire ce qui serait possible d'un rapport entre un homme et une femme en tant qu'ils sont hétérogènes, qu'il subsiste de l'hétérogénéité. Et que si vous supprimez l'hétérogénéité, vous n'avez plus que de l'homosexualité. Et donc, ce serait au moment où plus jamais hommes et femmes se trouvent dans notre culture séparée, que viendrait chez les jeunes filles intelligentes, douées et éventuellement belles, cette vocation à aboutir à ce qui serait enfin le triomphe, c'est-à-dire une catégorie des hommes qui aillent se faire voir, et puis enfin une catégorie des femmes saintes, d'une certaine manière, sainteté purement laïque, qui n'a pas besoin d'être religieusement soutenue ou théorisée. Donc, tout ce que tu nous as dit me semble être contribué à la possibilité d'une telle évocation. Il contribue, me semble-t-il, tout à fait, et nous amènerait peut-être à mieux, justement, entendre cette catégorie qui nous surprend, que nous ne savons pas où ranger, c'est-à-dire celle de cette anorexie, qui n'est ni névrosée. C'est pas ce qu'elle refoule. Si elle le refoulait, ce serait bien, parce que ça viendrait la tourmenter, ça viendrait occuper ses rêves, ça viendrait la trahir. Je est absolument pas le cas. Elle est pure de ce côté-là. Côté de son inconscient, elle a un inconscient lessivé, purifié. Elle est pas l'autre. On ne va pas dire qu'elle est psychotique. Elle ne délire pas. Ou alors on dira, comme Françoise Gorog, qu'elle est psychotique, mais il faudra à ce moment-là en donner, si tu veux, les coordonnées de cette psychose spécifique de notre vie. Puisque on ne voit pas à quel endroit elle délire, ni à quel endroit, et c'est pour ça que je dirais qu'elle n'est pas psychotique. À tort, éventuellement, mais c'est ce que je serais encore amené à soutenir. C'est que ce qui définit le psychotique, c'est d'être parlé.
il est parlé sans qu'il n'y puisse rien et sans qu'il l'entende. Un névrosé, il entend qu'il est parlé. Ça le gêne. Il combat contre ce qu'il s'entend comme ça, à l'intérieur de lui, être parlé. Ça le dérange. Mais elle, pas du tout. Elle n'est pas parlée. C'est-à-dire, elle ne semble pas être une espèce la marionnette d'un discours ou d'un propos. Et personnellement, je dois dire, ça me paraît un trait de distinction. En tout cas, merci beaucoup pour nous apporte et poursuivre dans ce cheminement. Est-ce qu'avant de poursuivre, vous avez des remarques à faire? François, c'est un micro peut-être. Françoise Gorod. Et puis Johanna. Et puis Jean. Et puis Christian. Oui, c'est difficile de prendre la parole pour dire qu'on n'a pas le même point de vue, mais je crois que c'est admis ici. Au contraire. Sans drame, hein, parce que je ne veux pas être désagréable, je suis invitée, je vous en remercie, c'est pas que vous êtes désagréable. Et c'est pas non plus pour pas dire ce que je pense, sinon ça n'a pas d'intérêt, hein, s'il n'y a pas de disputation. Hein. Alors, évidemment, vous le saviez déjà, puis rien qu'avant le hochement de tête, vous savez bien ce que j'en pense. On entendez, ou est-ce que je suis le seul à être sourd? Vous entendez? Là, vous m'entendez mieux comme ça? Vous voulez que je crie? Oui, j'ai crié un peu plus fort. D'abord, à mon avis, tout à fait à l'opposition de vous tous, je trouve que s'il y a un cas qui montre ce que c'est, que ce que Lacan a appelé la suspension entre les sexes, c'est bien l'anorexie. C'est pas contradictoire. Lacan parlait dans le séminaire 3, tout ce que sans doute, comme tous les lacaniens, vous détestez, la vieille clinique. Malheureusement, elle est utile, parce que beaucoup d'anorexiques ont fini mortes. Parce qu'après leur anorexie, elles ont déliré, elles se sont mélancolisées et elles se sont suicidées, après avoir été soignées dans un lieu très précis qui ne vous concerne pas. Simplement, il se trouve que la sœur d'un de mes amis, ça lui est arrivé, et quelques autres. Donc une chose est de dire qu'elle n'est pas une psychose déclenchée. Autre chose est quand même d'aller inventer un nouveau borderline qui amène à ne pas prendre soin de gens qui sont en risque mortel. Je pense qu'on aurait presque pu dire pousse à la femme, tel que vous le décrivez. Car franchement, cette femme, mannequin, marionnette s'il en est, au contraire de ce que vous dites, Charles, si je peux le permettre, avec tout le respect que je vous dois, s'il y en a bien une qui est marionnette, c'est bien l'anorexique. Alors plus marionnette que ça, tu meurs. C'est le cas de le dire. C'est exactement une marionnette dans son corps. Il faut aller un petit peu jouer aux marionnettes au Luxembourg, vous verrez, c'est des marionnettes absolument. Bon. Et d'autre part, pas marionnette d'un discours, et comment? J'ai une patiente psychotique qui délirait, qui disait que là où elle était, c'était des nazis qui la surveillaient en parlant du personnel. Elle a rencontré dans cet endroit une femme anorexique. Ça fait 2 ans qu'elle est devenue anorexique et boulimique. C'est un discours absolu sur les TCC, non TCA cette fois-ci, les troubles du comportement alimentaire, et vous dire qu'elles ne sont pas et marionnettes et d'un discours qui circule sur Internet depuis l'Amérique et tutti quanti, alors là, et qui permet de donner des nouveaux médicaments pour reclasser les antidépresseurs, alors là, pardon. Ensuite, vous dites, phallus, justement, phallus, à l'ancienne comme je suis, dans la psychose, il y avait Fizero, précisément.
Seulement, qu'est-ce que fait l'hystérique ou la femme même, hein? Elle n'a pas le phallus, elle l'est, hein, dans son corps entier. L'ennui, c'est que chez elle, c'est réalisé, à mon avis, j'ai complètement tort, mais je me permets de vous dire ce que je pense. Voilà bien un phallus réalisé comme il n'y en a pas, réalisé comme il n'y en a pas, comme le mélancolique et cet objet réalisé qui fout le camp par la fenêtre. Donc, pour moi, c'est tout l'inverse. Et ensuite, alors, vous savez que je comprends. Alors, vous dites, elle n'est pas parlée. Mais justement, elle est parlée absolument. Hein, elle est parlée. Hein, complètement. D'ailleurs, elle n'a pas le sentiment d'être très maîtresse d'elle-même, anorexique. Elle n'arrête pas de vous le dire. Hein. C'est bien malgré elle qu'elle ne peut pas bouffer. Et ça s'arrête quand on lui dit « Ah, avec votre bilan, là c'est l'hôpital. » 2 jours après, fini, elle mange. Mais il faut qu'elle soit parlée, justement. Et elle l'est. Et dernier point, eh ben, comme je ne connais rien, pardon, au neuroméen, mais je viens ici dans l'espoir de l'apprendre, j'apprendrai peut-être un jour. Hein. Eh bien, alors, moi, je trouve qu'alors, avec l'intérêt que vous portez au nœud à 3, hein, alors justement, hein, s'il y en a une qui, pour ce qui est d'un nœud beau, en rajoute une couche, c'est elle. Hein, parce qu'alors, comme nœud et comme beau, on ne peut pas faire mieux quand même. Hein, et alors, sans aucun nœud beau au sens justement religieux. C'est bien pour ça, comme disait très bien Christiane, elle n'est pas mystique, ou vous, elle n'est pas mystique, oui. Il vaudrait mieux qu'elle le devienne d'ailleurs. Hein. Il vaudrait mieux un petit délire mystique encadré par un délire mystique collectif, comme le sont toutes les religions, hein, plutôt les douces. C'est souvent le bouddhisme, par quoi ça termine. Hein. C'est quand même mieux parce que si on fait rien, alors en effet elles sont saintes, mais sainte, quand la reprend ça, il le prend de bataille, c'est Marie Bonaparte qui le remarque. Hein. C'est une femme sainte, attention, ça c'est ce que n'importe quel amant dirait à sa maîtresse. Mais là, ce sont des saints qui risquent vraiment leur peau. Hein. C'est bien réel tout ça, je trouve. Alors personnellement, voilà, même si j'ai complètement tort, je tiens à vous donner mon sentiment de clinicienne assez mal formée à diverses théories. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Françoise. Ce sont des éléments, je dirais, sans doute plus familiers que ceux que j'évoque, mais la famille a du bon dans un certain nombre de cas, et j'apprécie ce que vous ranimez à cette occasion, qui me paraît fort utile, sur le chemin de la discussion et de l'élaboration de cette pathologie qui, je dis bien, mérite de continuer à nous bouger un petit peu les uns et les autres, car elle nous déplace, à mon sens. Ah oui. Grâce à ce que vous dites, on se retrouve, on a la satisfaction, en revanche, de se trouver, je dirais, mieux assis. Et pourquoi pas, on ne peut pas être toujours installé sur un tripode, comme disait l'autre. 4 pieds à une chaise, c'est plus confortable. Bon, donc, si je peux me permettre, ça a été l'unique erreur diagnostique de ma vie, donc je suis un peu sensible, parce que je n'ai jamais fait une erreur diagnostique de ma vie. Et comme je travaille toujours plus de 40 ans dans un hôpital, eh bien, je vois les gens 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après. Hein. Ce qui fait que mes diagnostics d'il y a 30 ans, je peux voir si je me suis trompée ou pas. Et je me suis trompée une seule fois dans ma vie. Et c'était une anorexique. Moi, j'ai prise pour une hystérique, carrément, puisque je ne connaissais pas cet entre-deux. Hein. Eh bien, c'était une erreur absolue. Voilà. C'est une raison de plus pour estimer, prendre en compte et être attentif à ce que vous dites. Oui, Johanna.
Il y a son mari, son fils, Juste une remarque, je ne sais pas qui, une fois a parlé suggéré la formule de forclusion, pas du nom du père, mais forclusion de l'objet petit a dans l'anorexie. Ce qui me semble va avec ce que vous avez dit de ce nettoyage désexualisation. Je vais rassembler deux questions à partir de ce que vous dites sur ce nettoyage. Hein. Il y a une chose où j'aimerais te poser une question, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre de la pertinence totale du terme de sacrifice dans ce cas, parce qu'un sacrifice est toujours adressé à quelqu'un. Et là, ce n'est pas toujours ça. C'est quelquefois beaucoup plus complexe ou diffus, ou même, dans les cas les plus graves, absent. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est ce nettoyage, on ne sait pas finalement comment ça se fait. Ce que je proposais, c'était un début de réflexion sur ce que Lacan appelle la pensée pour inverser la problématique. C'est-à-dire que dès que nous nous déplaçons, et bien sûr que c'est quelque chose qui nous déplace, l'anorexie, dès que nous nous déplaçons, il y a une petite chance pour que nos patients trouvent quelque chose sur quoi on va s'appuyer. Voilà. En étant analyste de position, se dire. C'est important. Mais ce que j'aime, c'est que nos amis semblent, je vais être désagréable en le rappelant, bon, qu'une fille n'a que deux façons de sacrifier à sa mère. Et bien que ça ne s'appelle pas sacrifice. Mais cependant, c'est bien comme ça que ça fonctionne. La première, qui est la plus banale, mais qui est d'un usage quasiment social, même si ce n'est pas ritualisé, c'est évidemment lui confier son premier-né. Oui. Quand même, c'est vrai. La fille qui se permet d'être mère elle-même, elle ne peut que, elle ne va pas le prendre à sa propre mère, ça. Et donc, je dirais, la banalité consensuelle, puisque ça fait partie de l'ordre tacite des choses, eh ben, c'est que ce premier enfant, elle va réparer ce qu'elle lui a retiré en étant mère elle-même, le corriger en la restituant à sa maternité, puisque sa mère elle a perdu cette maternité avec le fait que sa fille est devenue femme. Ce que je dis, c'est tellement banal. Hein. Ouais. Pas moi. Et tellement fréquent. Ça, c'est une première façon. L'une des façons suivantes, mais ça peut être justement la façon de l'anorexie. C'est-à-dire de lui sacrifier un corps de femme. Et donc, même si ce n'est pas formalisé explicitement comme tel, comme dans le cas précédent, où ça paraît aller de soi, pour des raisons de commodité sociale, hein, il faut quelqu'un pour garder le bébé, et tout. Madame travaille, elle n'a pas le temps, hein. Il y a un moment qu'il ne faut rien. Bon. Eh bien, dans ce cas-là aussi, il n'y a pas besoin que ce soit, je dirais, formalisé ou même explicitement pensé pour que ça puisse marcher. Et si je me sers du terme de sacrifice, c'est d'abord parce que d'un point de vue structural,
Ça me paraît bien de cet ordre. Et puis aussi parce que on perçoit bien quand même comment, de quelle façon l'anorexique jouxte la mystique. On le perçoit. On perçoit qu'il y a des vibrations communes. Ouais. On le perçoit. C'est dans la mesure Elle où doit là, l'avoir, c'est pas déjà. sacrifié à un papa, à un père, puisqu'au contraire, permettez-moi de me servir de ce mot, l'anorexie consiste à le châtrer. Papa lui est châtré par sa fille anorexique. Moi, j'ai eu des anorexiques qui m'étaient conduites par leur papa. Mais il sentait bien qu'il était parti, non pas prenant, mais parti concerné, prise pour la faire avoir une fille qui est anorexique. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qu'elle stoppe? Qu'est-ce qu'elle arrête? Quelle est la transmission qu'elle arrête? Françoise. Après Christian. Oui, Christian interviendra après. Jean et Steve. Je suis très intéressée par votre échange sur le sacrifice. Précisément, c'est là que pour moi, c'est que ça a été compliqué. C'est là mon erreur diagnostique. C'est que précisément, on a connu d'abord l'anorexie des hystériques, disons-le, bien entendu. Hein. C'est cette anorexie-là qu'on a connue autrefois, qui existait, et en effet, qui en effet voulait ne pas avoir les formes que papa aurait pu aimer, ou les hommes en général. Ça, c'était l'anorexie hystérique, c'est toujours. Et ça, c'est en effet sacrifié à papa. Mais il m'a semblé, je ne suis pas sûre, mais en tout cas dans d'autres cas, justement la question de l'anorexique, que moi j'appelle psychotique, mais je veux bien qu'on l'appelle autrement, tant qu'elle n'a pas déliré. Un autre nom, ça ne me dérange pas. Du moment qu'on sait qu'elle risque de délirer après, et qu'on s'en occupe bien. Mais justement, l'anorexique, elle pense qu'on la veut de sa chair. Qu'on la veut de sa chair. Qu'on veut la bouffer. Pas comme l'hystérique qui dit tout le temps « Ah, je ne veux pas me faire bouffer ». Non, mais l'anorexique, c'est réellement qu'elle pense qu'on la veut. Sa peau, sa chair. Donc, elle la donne parce qu'elle n'a pas le choix. Parce que justement, c'est parler. On ne veut pas l'autoriser à vivre, à avoir de quoi vivre du poids de la chair, mais pas de la chair au sens sexuel. Pour l'hystérique, c'est la chair au sens sexuel du terme. Pour l'anorexique qui est persécutée par sa mère, qui veut qu'elle soit maigre, j'entends ça toute la journée, c'est autre chose. Il y a les deux formes d'anorexie, peut-être une troisième que vous définissez. Mais enfin, il ne faut jamais oublier quand même celle qui est la plus dangereuse, qui risque de mourir. Merci. Merci. Jean, vous voulez dire un mot? Alors, c'est simplement... Il faut passer le micro. Prenez un micro. C'est simplement pour faire état d'une seule et unique consultation d'une anorexique qui vient me trouver pour ça. Je pense qu'elle avait été en clinique et qu'elle en était sortie, qu'il a dû retourner, enfin bref. Elle était accompagnée d'un jeune homme qui avait l'air d'être en quelque sorte son surveillant, son garde du corps. Garde du corps. C'est un vrai boulot, ça. Alors, bon, simplement, donc, elle parle, et au moment où elle se met à parler, je m'aperçois que cette fille est habillée exactement comme le petit chaperon rouge. Une capuche rouge,
et tout comme ça. Alors, Jusqu'au j'étais tel pas. bien embarrassé. Il a mis du temps. Qu'est-ce que j'allais lui dire? La grand-mère. Perron est quand même très Perron. La consultation, nous avons tourné court et je ne la relis jamais. Ben oui, comment jamais. Merci. Christian. Eh bien, d'abord, je voudrais vous remercier beaucoup, Christiane, pour votre exposé que j'ai trouvé vraiment très, très passionnant. Non pas d'abord et non pas principalement pour éclairer le problème de l'anorexie, mais pour éclairer notre pratique psychanalytique en général. Et je voudrais aussi remercier Charles pour le remarque que vous avez faite et qui nous paraît tout à fait intéressant dans le même sens et très très productif. Pas seulement, comme je dis, pour l'anorexie. Oui. Et donc la première remarque qui me saute aux yeux, c'est quand Charles Melman dit qu'il ne peut classer l'anorexie dans aucune des trois catégories principales. Ce n'est naturellement pas pour la classer dans les borderline ou dans une quatrième catégorie. Il me semble que votre remarque porte beaucoup plus loin que cette classification dans un diagnostic. Et justement, votre exposé, Christiane, me semble-t-il, l'illustre de façon exemplaire, d'abord en partant du texte même de ce que dit tel anorexique, ou de ce qu'elle écrit, et qui distingue ces trois registres du savoir, du voir, du savoir et de la pensée. Et ça me semble, cette distinction me semble tout à fait illustrative de la façon dont on peut entendre et procéder. Puisque bien sûr, le voir, ça ne mène pas loin, elle ne voit pas grand-chose. Quant au savoir, il y a de la fraude, il y a quelque chose qui a l'air de fonctionner, mais vous dites que ce n'est pas la féminité, au fond, il n'y a pas un objet qui apparaît tellement spécifique dans ce savoir. Et pourtant, ce savoir fonctionne. Et ce n'est qu'à partir de cette troisième dimension que les choses commencent à pouvoir s'éclairer, c'est-à-dire à partir de la pensée. Mais la pensée, elle ne doit pas se comprendre comme la pensée qui se baserait sur le voir, mais sur une pensée qui s'exercerait justement en prenant distance par rapport à ces points d'appui que pourrait être l'épaisseur de son corps ou une autre épaisseur. Et cette prise à distance, me semble-t-il, elle est mise en évidence par l'abstinence générale de la jouissance dont parlait Charles Melman dans son commentaire. Et il me semble que, bien sûr, abstinence de la jouissance orale, abstinence de la jouissance anale et de la jouissance scopique, quant à la jouissance auditive, pour autant qu'on veuille bien entendre l'objet auditif, non pas comme ce qui passe simplement dans les ondes sonores, mais d'abord comme une structure qui nous indique l'endroit justement où il y a un impossible radical. Un impossible radical sous toutes ses formes. C'est ce que Lacan d'ailleurs commente très, très clairement, me semble-t-il, dans le séminaire de l'identification quand il parle du nihil negativum. Le nihil negativum, ce n'est pas la négation de quelque chose de particulier qui est repérable dans le monde, c'est la négation de tout ce qui pourrait faire phénomène, de tout ce qui pourrait être sensible, de tout ce qui pourrait être touchable directement. Et donc, cette négation qui touche à un impossible radical n'est pas sans rapport, me semble-t-il, avec
ce qui était nommé par Charles Belmont comme le sacrifice. Le sacrifice, précisément, de toutes ces dimensions phénoménales sur lesquelles on a tendance à s'appuyer, bien sûr. Mais c'est bien sûr le sacrifice de toutes ces dimensions phénoménales qui ouvre un champ nouveau. Et il me semble que c'est précisément au cœur même de la problématique que vous décrivez, le sacrifice qui, comme le nom le dit, qui fait quelque chose de sacré, c'est-à-dire quelque chose qui est en dehors de l'ordre que nous connaissons, auquel nous sommes habitués, de l'ordre phénoménal, de l'ordre des choses matérielles et que nous avons directement à notre disposition. Et donc, je pense que c'est vraiment fonder un ordre nouveau, nettoyé de toutes les contingences. Et cela me semble absolument fondamental pour notre pratique. C'est-à-dire que notre pratique puisse être, dans l'acte thérapeutique, dans l'acte plutôt psychanalytique, puisse être nettoyée de ces contingences pour instaurer quelque chose de nouveau. Et il me semble que cela, c'est précisément ce que vous exposez, c'est ça, dans cette référence, autant, et je suis absolument convaincu par ce que vous dites, le temps, non pas penser le temps, mais le temps en tant qu'il surgirait, on pourrait dire, de la pensée. C'est-à-dire un temps nouveau, qui n'est pas sans vraiment fonder un ordre nouveau, nettoyé comme on le disait. Le temps de l'acte thérapeutique doit bien sûr se jouer là-dessus. Il ne peut pas se jouer sur la réminiscence ou sur le retour des choses qui sont déjà passées. Ça n'aurait aucune efficacité, ça ne serait aucun acte. Donc il faut vraiment inventer ou croire qu'on peut inventer cet ordre nouveau qui est précisément, me semble-t-il, ce que Lacan vise dans ce que vous avez évoqué. Je voudrais me servir un bref instant, je prends la parole après Bernard. Je voudrais me servir un bref instant de ce que vous nous avez dit pour évoquer ceci. Il est dans notre pensée, dans notre pensée spontanée, un rapport entre l'essence et les accidents. Il n'y a pas besoin d'aller forcément chercher la définition du pêcheur à la ligne pour en donner le concept exact, c'est-à-dire supprimer, couper. Ça passe son temps à couper tout ce qui ne serait pas caractéristique du pêcheur à la ligne, et pour arriver finalement à ce qui serait une essence. Le pêcheur à la ligne, séparé enfin de tout l'accessoire qui en défendait l'accès à la pureté de ce qui est du concept. On aurait envie de dire que dans le cas de l'anorexique, et le point où je serais amené à favoriser la thèse néanmoins de la névrose par rapport à la psychose pour une raison très simple, et qui est que la névrose se caractérise par des modalités défensives contre le phallus. Alors que la psychose, comme on le sait, c'est le fait qu'à la place du phallus, il n'y a rien. Tant qu'on est dans une organisation qui s'avère défensive à sa manière à elle, vis-à-vis du phallus, c'est une organisation sensée. Elle a son bon sens, aussi bon qu'un autre. C'est une façon de traiter la question. Et il me semble donc que l'anorexique viendrait plutôt, à mon goût, s'inscrire de ce côté-là, ce que viendrait illustrer ce que nous rappelle Christian, c'est-à-dire
que si l'on veut isoler ce qui serait l'essence du phallus, on va en couper tous les accidents, tout ce qui est accessoire, tout ce que l'on peut supprimer, tout en maintenant, je dirais, l'essence de ce qu'est le phallus, et même en l'illustrant, en la purifiant. La thèse de l'anorexique, c'en est une. C'est que la sexualité n'est pas inhérente à l'essence du phallus, mais qu'elle est un accident. Et que si je coupe au bon endroit, j'arriverai à ce qui serait enfin sa pureté absolue, c'est-à-dire le un. Et je suis à chaque fois, je dirais, impressionné par le fait que chaque jour, il s'agit pour l'anorexique de monter sur la balance, afin de vérifier si effectivement elle a réussi à opérer, serait-ce de façon infime, 10 grammes, mais qu'elle a réussi à opérer la séparation de cet excès, 10 grammes, cet excès de corps, pour s'approcher de ce qui serait enfin la pureté absolue du un, à partir de cette thèse, je dis bien, qui ferait de la sexualité un pur accident du phallus, ce qui, dans une conception purement logique, d'ailleurs le phallus ne se maintient que du un, n'est pas entièrement faux. Et donc, sa façon à elle de chaque jour veiller à en couper un petit bout sous forme de chiffres. On va encore en enlever jusqu'à arriver à l'unité. Il n'y aura plus rien à enlever. Donc, il me semble que ce que Christiane nous a apporté, ce que nos contributions apportent, appartiennent au plateau là, de ces problèmes. Bernard. Oui, merci. Merci Christiane. Je voudrais repartir de ce que tu as dit. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il soit certain que tous les anorexiques puissent être mises sous le même registre. Il y a probablement des formes différentes. En tout cas, en partant de ton cas, elle pense qu'elle est grosse. Et on a beaucoup parlé de cette purification, etc., qui fait penser à la démarche cartésienne, sauf que là, elle s'arrête quand même. Non pas sur « je doute de tout », mais un accrochage sur un signifiant ou sur un terme particulier qui tient lieu de garantie de son être, si on suit cette démarche. C'est « je suis ». Or, ce qui va dans la névrose, normalement, la constitution du fantasme fondamental va au-delà. C'est-à-dire, je sais que je ne suis pas un phallus, et qu'en urgence se constitue cet objectita dont il a été parlé tout à l'heure avec l'idée de forclusion. Le mot de forclusion ne convient pas pour l'objectita, mais néanmoins, ce qui est remarquable, c'est qu'il ne figure pas comme cause là de son. Alors, est-ce qu'il ne figure pas comme cause d'une façon structurale, psychotique, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais venu dans cette position de venir dans le fantasme fondamental assurer une certaine, un soutien au désir du sujet, ou bien est-ce que par cette forclusion de l'instance phallique, il n'y aura pas eu cette possibilité de ce lieu pour loger l'objectita, et en quelque sorte, le sujet aura été contraint de s'arrêter à un signifiant qui tient lieu, mais alors du même coup avec la rigueur sur, comment dirais-je, radicale de l'impératif de rester sur ce signifiant, qui tient lieu d'identité. Je suis grosse. Avec cet effet d'encombrement et de nécessité de... Enfin là, c'est plus difficile à saisir, hein, mais tu as bien souligné, Christiane, le paradoxe, qu'à partir de ce je suis grosse, bien que je sache que je ne le suis pas,
Non, je pense que je suis conscient. Oui, c'est très différent. Oh, oui, excuse-moi, c'est l'ordre de la pensée, c'est pourquoi je pense à cette affaire de Descartes. Hein. Voilà. Et que donc, mais peut-être que le même syndrome anorexique peut relever de conjonctures différentes, mais qu'en tout cas, à chaque fois, l'objet titan ne vient pas ou est réfuté en position d'objet cause du désir du sujet. Alors, pourquoi reste à savoir comment l'enfant a été pris dans le désir de la mère, etc. Enfin bon, quand même. Moi, j'aurais quand même fait cette interprétation. Je leur ai dit, quand on dit je suis gros, je leur ai dit c'est vrai. Je pense que je suis gros. C'est vrai, vous êtes potentiellement grosse. Oui, il y a quelque chose, mais alors, je ne peux pas dire ça, mais ce serait une interprétation à faire, mais ce qu'elle m'a dit, c'est ce qu'elle m'a dit en étant sortie de l'anorexie, c'est-à-dire les phrases sont à l'imparfait, ce qui est d'une frustration pour l'analyste incroyable, c'est-à-dire que, voilà, comment en est-elle sortie? Et c'est là qu'elle a sorti, je pensais être grosse. Mais effectivement, c'est une interprétation tout à fait intéressante. Potentiellement, elle était grosse. Oui, oui. Elle allait grossir. Oui, bien sûr. Oui. C'est sûr. Enfin, C'était pas sûr. ça arrive. C'est très compliqué pour elle de devenir grosse. Oui. Oui, Logiquement, organiquement. bien sûr. Faire comme ça, assez brutalement d'ailleurs, on peut même être parfois très étonné. Il y a toujours eu un acte de parole qui a effectivement parfois organisé l'anorexie. Oui, Ah oui, bon. mais c'est très difficile à retrouver. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, un acte de parole. Ah, l'acte de parole. Ben oui. Pour la sortir. Qu'est-ce qu'il avait compris? De On l'avait parents. montré, ils sont les deux. Mais le côté acte est tout à fait audible dans votre cas. C'est exactement ce qui structure. Potentiellement. Non, merci. Nos échantillons, on en a pris merci. Mais c'est très sympa de votre part. C'est pour nous maintenir. Ce mot penser, j'ai mis assez longtemps à penser ce mot penser, alors qu'il a été 10 fois. Et en fait, c'est une vraie question. Et c'est ce qui fait peut-être le point avec la question du moi. Parce que dans le fond, tu viens de nous indiquer cette pathologie avec la question du moi. Alors, demi-vignette clinique. Demi-vignette clinique qui résonne avec la tienne. Question. Ah, je suis trop grosse, je suis de plus en plus grosse, c'est terrible. Il me vient une question incroyable, je dis, vous avez changé de taille au pantalon? Elle me dit non. Elle me dit non. Je lui dis, alors finalement, votre impression d'être grosse s'arrête quand vous achetez des habits. Sidération totale. Elle revient en me disant, c'est vrai, je n'ai pas changé de taille de pantalon. Pourquoi pas une robe? Donc, je me suis dit, est-ce que c'est une histoire de numérisation, de chiffres, de taille, ou est-ce qu'il s'agissait d'autre chose? Et je me suis souvenu que quelque part dans Freud, je ne sais plus où, Freud, lorsqu'il dit penser, se posait des questions de savoir, est-ce que c'est, Lacan aussi d'ailleurs, il dit à penser. Hein, Oui. quand quelque chose vient dans la tête, il dit j'ai à penser. C'est quelque chose qui arrive de l'extérieur dans la tête. Il distingue ça de la pensée, qui est une autre forme, encore une fois, de jaillissement à l'intérieur. Donc, quand elle dit « j'ai pensé que je suis grosse », c'est pas « je croyais, j'ai pensé ». Quelle est la forme de cette pensée? Alors, Freud dit que ça a à avoir un plus grand rapport avec le moi, justement. Est-ce que c'est une pensée comme affect, ou est-ce qu'il y a une pensée comme représentation? Est-ce que ça touche à l'un ou à l'autre? Et je crois qu'il dit, il conclut que finalement la pensée se rapproche de quelque chose d'obsessionnel, d'un mécanisme quasiment obsessionnel. Donc, quand elle te dit j'ai pensé, est-ce qu'on a affaire là au jaillissement tout d'un coup d'un objet? C'est-à-dire quelque chose qui, dans le fond, n'a rien à voir avec la pensée, mais qui s'impose à elle presque comme une espèce de sensation qui, finalement, littéralement, n'est pas captable par un signifiant, n'est pas découpable par un signifiant. Ce qui expliquerait, par exemple, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle entend quand elle entend.
Est-ce qu'elle entend un bruit, un artefact? Est-ce qu'elle entend une fréquence? Qu'est-ce qu'elle entend? Donc ce qui me semble intéressant dans cette affaire-là, c'est justement que nous n'avons pas d'image à ce moment-là, nous, autre que verbale, de ce que signifie « j'ai pensé une chose ». Est-ce que c'est un affect d'être tout d'un coup affecté, hein, non pas par le mot gros, ni par un signifiant, mais par autre chose. Comme on pourrait dire une espèce d'hallucination synesthésique. Et c'est pour ça que je ne sais pas si à cet endroit-là on peut entendre. Hein, il manque une catégorie là. Il manque une catégorie, puisque tout ce que nous construisons comme catégorie, on l'attrape avec des mots, avec des signifiants. On l'attrape par le pied de la parole. Alors c'est pour ça que quand vous disiez, Charles, il y a quelque chose là qui ne rentre pas, là quand on dirait les petits chevaliers ne rentrent pas dans les petits trous, est-ce que dans le fond, on n'est pas là en train de repérer qu'il existerait peut-être une autre forme d'hallucination, hein, une autre forme de sensation qui littéralement ne rentrerait pas dans les mots? Ce qui fait qu'on fabrique une clinique des mots là où être grosse, c'est la traduction dans le langage de quelque chose qui n'a rien à voir avec le signifiant gros, avec le sens gros. Donc il y a presque une impression de synesthésie. Oui, mais ça tient de côté de la dont le psychose, patient c'est qui d'ailleurs dit peut ça. se rendre compte. Par exemple, cette dame, elle était très stupéfaite d'entendre ma question, parce qu'en général, c'est pas une question de mec, ça, quelle taille vous faites? Est-ce qu'elle a changé de taille? Il n'en demeurait pas moins qu'elle était prise par cette idée-là. Alors on pourrait dire quoi? Elle se pensait, se sentait. Est-ce que c'est encore une fois une pensée comme affect? Une pensée comme représentation? Voilà, ça m'est venu au moment où vous parliez de la question de la pensée. Comment dirait Heidegger? Qu'est-ce que ça veut dire que penser? Merci beaucoup. On s'arrête quelques instants.